sono state le Brigate Rosse a fare quel rapimento. 10 persone, 10 operai, studenti, un operaio della Breda, un impiegato della Siemens, un contadino, io, una donna che è un assistente per handicappati, lavora in una scuola, un artigiano, refice, 2 precari romani, uno studente, 10 persone normali, età media, sui 30 anni, proletari, gente che da quel paese, dall'Italia di quegli anni, ha iniziato un processo rivoluzionario, uno scontro sociale e politico che è iniziato tanti anni prima e che vede quell'azione, vede il sequestro di Aldo Moro, l'attacco di quella portata allo Stato italiano come un momento di sviluppo del processo rivoluzionario in corso. Je suis né à Porto San Giorgio, qui est une petite ville balnéaire au centre de l'Italie, sur la côte adriatique. La mer, on en tombe amoureux ou pas. Et si tu en tombes amoureux, ça te prend dès l'enfance. Parce que la mer est la dimension de la liberté. Une fois que tu es face à la mer, tu dois t'embarquer. Et une fois que tu as pris la décision de partir, le monde est à toi. À la mort de mon père, je décide, ce qui attriste ma mère, d'arrêter mes études. J'étais en première technique et je décide de chercher du travail parce que ma famille en avait besoin. Et dans ma ville, il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Je pouvais faire le garçon de plage. Belle occupation, mais qui ne mène pas loin et ne rapporte pas grand-chose. Comme j'avais un BTS de technicien et que nous étions en 1966, c'est-à-dire dans les dernières années du boom économique en Italie, il y avait encore une forte émigration intérieure vers les grandes usines du Nord, à Milan, à Turin, à Gênes, à Marghera. Donc, à peine diplômé, j'envoie des lettres de candidature à des usines milanaises et je suis tout de suite pris. Donc, en septembre 1966, à 20 ans, je prends ma petite valise et comme des millions d'Italiens qui ont immigré du sud vers le nord, je débarque à Milan, gare centrale. La question n'était pas de savoir si on avait raison ou pas. Il y avait des choses à faire. Finalement, la jeunesse s'était réveillée et agissait. Et ce monde qui était vraiment gris, avec des dirigeants lugubres, en veste croisée et cravate sombre, qui utilisaient un langage triste, qui ne souriaient jamais. La politique était alors un spectacle déprimant. Nous avons introduit dans ce monde des couleurs, de la gaieté, un air de carnaval. Tout le monde était d'accord avec nous. Nous ne pouvions l'imaginer autrement. Jusqu'à ce que nous nous trouvions face aux policiers qui nous ont reçus à coups de matraque. Là, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec nous. Comme j'étais un gamin qui avait grandi dans la rue, me bagarrant à coups de pavé avec des gamins d'autres quartiers, j'ai repris le geste ancestral. J'ai ramassé un pavé et je l'ai lancé contre la police. Ce fut le moment de la prise de conscience qu'il y avait en face de nous quelqu'un qui voulait nous empêcher de propager la joie dans le monde. Ce fut un moment terrible. À partir de là, nous nous sommes durcis. Nous sommes devenus hargneux.
Les camarades de l'Université de Trente font une analyse politique de la situation que nous partageons, qui place au centre du mouvement des protestations les métropoles ouvrières du Nord. Ces camarades étudiants prennent la décision de s'installer à Milan et d'entreprendre un travail militant avec les CUB, les comités ouvriers de base des grandes usines milanaises. Nous ne voulons plus travailler dans ces conditions. Nous ne voulons plus vous faire cadeau de notre temps. Les jeunes qui alors se rebellent dans les usines et qui constituent des groupes autonomes en dehors des syndicats partent de là. L'analyse qu'ils font du mode de production capitaliste part de leur vie concrète. Ce sont des comités de base qui naissent dans les ateliers. Et c'est à partir de leurs conditions de travail qu'ils revendiquent et se mobilisent. Et quand est mis en cause le mode de production capitaliste, se crée un affrontement de pouvoir. Ma vie, mon travail ne t'appartiennent pas, cher patron. Je veux les prendre en main. Et comme j'ai 20 ans et que j'enrage, je ne suis pas disposé à discutailler. Nous ne devons pas avoir toujours le dos au mur et nous défendre. C'est à nous d'aller les chercher et de leur faire la guerre. On ne doit pas toujours subir leur guerre et nous défendre comme on peut. C'est à nous à déclencher la guerre. Questa azione qua io iniziai un rapporto un po' più stringente con i compagni delle Brigate Rosse. Avec cette action, j'ai entamé un rapport plus étroit avec les Brigades Rouges. Diciamo che ero diventato anche brigatista. On peut même dire que j'étais devenu brigadiste. Puoi tranquillamente ritornare indietro. Mais j'étais encore dans la phase où je pouvais faire marche arrière. On pouvait faire marche arrière à tout moment d'ailleurs. À ce moment-là, c'était encore comme un jeu. Il y avait ce côté sympathique de faire des actions un peu étranges. J'avais 19 ans. J'avais l'impression d'être dans un film avec ces petites activités clandestines. Nous sommes donc allés incendier la voiture de notre chef de production. Je ne me souviens plus de son nom. Sempre questo rapporto con questo compagno mi spiegò come facevano a fare questa Lilli. Un camarade m'a expliqué comment on fabriquait la Lilli, qui est un cocktail Molotov à retardement. Quindi, per dire, insomma, militarmente. D'un point de vue militaire, ce n'était pas très compliqué. Il suffisait de préparer l'engin, de le placer sous la voiture, et c'était fait. Pour mettre le feu à une voiture, il suffit d'une allumette et d'un bidon d'essence. Tous l'ont fait. Mais nous ne faisons pas cela. Notre objectif n'est pas de faire du grabuge. Nous voulons mettre sur pied une organisation. Donc il s'agit d'une action de type militaire pour laquelle on prépare des boîtes incendiaires fiables, qu'on dépose à un endroit précis, et après un temps déterminé, ces engins prennent feu, mais sous notre contrôle, parce que le lendemain, nous distribuerons des milliers de tracts dans toutes les usines milanaises pour revendiquer la justesse de cette offensive. Les grèves que nous faisons ont désormais cette arme en plus. Il est nécessaire de combattre. Le vote ne paye pas. Prenons le Cette action relève de la guérilla et doit être perçue comme telle. Elle ne crée pas un front de combat. On frappe avec une morsure et on se sauve pour ne pas être arrêté. Et cette morsure est significative de la nature du combat choisi par l'organisation.
Ce dirigeant était une cible parfaite. C'était un ennemi véritable. Les hommes, quels qu'ils soient, restent des hommes. Mais lui était le symbole de la répression, de ce qui est détestable dans une usine. Nous décidons de l'enlever, de le séquestrer pour un temps bref dans une camionnette, de le photographier et de le relâcher. L'objectif principal, c'est le prendre en photo, pour le montrer dans une situation où il n'est plus le maître, mais il est celui qui subit la violence des ouvriers. C'était très symbolique. C'était une manifestation de pouvoir. C'était l'expression de notre refus de la défaite. Nous n'accepterons plus d'être vaincus sans nous battre jusqu'au bout. Nous pensons même aller jusqu'à créer des moments de contre-pouvoir ouvrier. Vous avez votre police, vos fascistes, vos provocateurs, vos contrôleurs. Nous aurons désormais notre organisation armée.